Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour répondre à vos questions tech, que ce soit en rapport avec l'actualité, ce que je pense de l'actualité, ou même de certains sujets que vous avez pu poser. Ce n'est pas un support technique pour autant, je tiens à le préciser, mais on va essayer de parler un petit peu tech et justement de ce qui se passe ces derniers temps et de répondre à vos questions. Il n'y a pas encore de nom pour cette série officiellement, il faut que je le trouve encore, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions pour les futurs épisodes, on va essayer d'en faire un par mois, je pense. N'hésitez pas aussi à les laisser dans les commentaires. Et le but, encore une fois, c'est pas forcément faire des questions support techniques ici, mais plus des questions tech générales. Prenez exemple sur les questions que je vais vous montrer ici pour en poser. Et n'hésitez vraiment pas à en poser, justement. Et si vous voyez une question intéressante, mettez un petit pouce bleu dans les commentaires. Comme ça, je peux voir les questions qui intéressent le plus de gens. Commençons tout de suite. La première question de YouTube Fusio, c'est ça, oui. Est-ce que le classement de DxOMark pour les smartphones est aussi fiable que les tests photos des YouTubers tech comme FR Android, MKBHD ou j'ai toujours du mal à Mr. Who is the Boss, voilà. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent pas la question. Alors, les tests de DxOMark, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site français d'ailleurs de tests de caméra. Donc, c'est pas juste smartphone, ça peut être n'importe quoi au niveau caméra et objectif d'ailleurs. Et du coup, ils font des tests très scientifiques. C'est pur scientifique même. Donc, en réalité, vous pouvez vous y fier, mais le problème, c'est que comme c'est très scientifique, ça ne donne pas vraiment la réalité des fois. Les gens vont souvent préférer quelque chose juste parce que c'est plus beau, alors qu'en réalité, c'est pas forcément mieux. Regardez la musique, c'est le meilleur exemple, je pense. Les musiques les plus incroyables au niveau technologique, on peut le dire, genre vraiment qui sont complexes et tout ça derrière, c'est pas forcément celles qui sont les plus populaires. Donc, c'est la même chose avec les caméras. Oui, c'est cool de savoir que ça a eu un gros score sur DxOMark, je dirais, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour autant. Ça veut juste dire que d'un point de vue technique, la caméra est bonne. Donc, prenez-les toujours avec des pincettes, ces tests-là. Même chose avec les tests de YouTubers. C'est toujours à prendre avec des pincettes selon moi. J'aime beaucoup justement y mentionner MKBHD. L'avantage, c'est qu'MKBHD, chaque année, fait un test en gros, il prend des photos de plein d'appareils photo de smartphones. Et du coup, il les poste sur Twitter et tout ça. Et il ne dit pas qui est qui, basiquement. Et donc, les gens doivent voter pour leur préféré. Et là, vous voyez vraiment ressortir ce que les gens préfèrent, tout simplement. Alors, vous pouvez toujours critiquer la façon dont il le fait, peut-être qu'il ne poste pas assez de photos et tout ça, mais globalement, ça montre, selon moi, des trucs très intéressants que des fois, la caméra qui gagne, c'était même pas celle qui avait les meilleures notes dans les tests de sites tech ou même de YouTubers tech. C'est des fois juste celle qui a une image qui plaît à le plus de gens possible. Donc ouais, c'est toujours assez intéressant. Donc, c'est cool les tests, mais le plus important, c'est ce que vous préférez, vous, tout simplement. Si vous aimez la photo que prend un smartphone, même si les gens disent que c'est pas le meilleur smartphone pour ça, mais faites-vous plaisir. Vous n'êtes pas obligé de suivre à chaque fois les recommandations de tout le monde. Faites-vous votre propre avis. La question suivante est de Kiki79250. On va avoir beaucoup de pseudos étranges dans cette série. Bonjour pour la question tech. Pourquoi un i5 est parfois plus avantageux qu'un i7 alors que techniquement le i7 est censé être meilleur que le i5 en tout point? Et c'est valable certainement aussi pour les Ryzen 5 versus au Ryzen 7 ici, cette question. Eh bien, le truc c'est que en fait, i5 et i7, c'est surtout des gammes. Pour moi, i5 c'est le milieu de gamme et i7 c'est le haut de gamme avec maintenant le i9 qui est évidemment le ultra haut de gamme ici. Même chose avec AMD, les Ryzen 5 c'est le milieu de gamme, Ryzen 7 c'est le haut de gamme et les Ryzen 9 c'est le ultra haut de gamme. Et du coup le truc c'est que les jeux vidéo, le plus important c'est souvent la carte graphique en fait. Donc c'est pour ça que un Core i5 ou un Ryzen 5 est largement suffisant la plupart du temps. Et bien souvent aussi quand vous payez pour les plus gros processeurs, c'est parce que vous avez besoin vraiment de la puissance de ce processeur. Les processeurs modernes sont ultra puissants. Genre, la plupart des gens n'en ont pas besoin d'autant de cœur et tout ça. Même moi qui fais YouTube, la plupart du temps, un simple processeur Weaker me suffirait amplement. Et c'est maintenant, les processeurs Weaker, c'est même plus du ultra haut de gamme, c'est juste du haut de gamme normal. Donc c'est juste pour vous dire, alors que je fais beaucoup de rendus vidéo et tout ça. Donc, yep, en fait, les processeurs, c'est surtout dû au fait que les processeurs sont devenus tellement puissants maintenant que pour la plupart des gens, un Core i5 suffit en fait. Il n'y a pas besoin de plus.
Et les petites différences que vous allez avoir, c'est dans des programmes vraiment très spécifiques que la plupart des gens n'utilisent pas. Dans les jeux vidéo, c'est la carte graphique qui va faire la différence. Donc, yep, voilà pourquoi, en tout cas selon moi, les Core i5 sont souvent beaucoup plus avantageux. Aussi, il faut tenir compte que comme le Core i5 coûte moins cher, ben, vous économisez cet argent. Vous pouvez le mettre dans une meilleure carte graphique. Vous pouvez le mettre dans de la meilleure RAM, plus de RAM, un plus gros stockage. Et ça va faire vraiment la différence par rapport à juste 10% de performance en plus dans un logiciel très spécifique. Ensuite, on a une question de Padrius, c'est ça, oui. Salut, super vidéo comme d'hab, merci à toi. Ma question sera la suivante. Comment faire pour que n'importe quel RGB marche avec IQ de Corsair? Je sais que c'est une question un peu spécifique, mais il me semble que tu en as parlé lors du live montage de ton PC. Merci à toi pour la question. Je vais en profiter aussi pour en parler de manière générale sur le RGB pour les faire fonctionner ensemble, parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant. Pour IQ de Corsair en particulier, en fait, beaucoup de gens croient que les câbles 3 pins de Corsair sont propriétaires, mais en fait non. Ce sont des câbles qui existent réellement et qui sont utilisés dans d'autres milieux. Le truc, c'est qu'il n'y a que Corsair qui les utilise vraiment au niveau du marché hardware PC. Mais vous pouvez acheter des adaptateurs en fait. Vous devez un peu bricoler dans le logiciel IQ avec un de ces adaptateurs. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Pourquoi vous devez bricoler? Parce que tout simplement, IQ s'attend à des périphériques Corsair en fait. Donc il sait que dans un ventilateur Corsair, il y a X LED. Il sait que dans une bande lumineuse Corsair, il y a X LED. Et du coup, comme c'est des LED intelligentes ici, il doit savoir combien il y a de LED dessus. Eh bien, vous devez le régler dans le logiciel IQ. Donc là, quand vous branchez autre chose qu'un périphérique Corsair via un de ces adaptateurs, il faut essayer de choisir un périphérique qui a beaucoup de LED, en fait, pour être sûr que ça couvre parfaitement votre périphérique. Mais pas trop non plus, ou sinon il va essayer d'allumer des LED qui n'existent pas. Ça ne va causer aucun problème, mais c'est juste que si vous faites une animation, il va animer quelque chose qui n'existe pas, en fait. Donc ouais, c'est possible. C'est du bricolage, clairement, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, entre les différentes marques qui existent, bien souvent, la plupart des marques utilisent des LED 5 volts avec le connecteur 4 pins avec un pin qui manque. Donc ça, c'est standard. Vous pouvez normalement utiliser celui qui est sur votre carte mère de port comme ça et le contrôler et contrôler n'importe quel type de LED qui utilise ce connecteur. Donc ce ne sera pas un problème pour vous. Mais de temps en temps, il y a d'autres connecteurs propriétaires. Mais honnêtement, il y a toujours une manière d'utiliser un adaptateur. Le plus gros problème que je dirais avec le RGB, c'est que le RGB de la carte mère ou d'une carte graphique, par contre, il n'y a pas de connecteur de LED. Enfin, si, il y en a un techniquement, mais il est connecté directement à la carte mère ou la carte graphique, et du coup, vous ne pouvez pas le connecter à ce que vous voudriez utiliser pour contrôler, par exemple, justement un commander de chez Corsair ou un boîtier RGB de chez Cooler Master ou autre chose. Donc, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Moi, ce que je dirais, si vous voulez un beau RGB, c'est prenez parmi les meilleurs LED RGB qui existent. Pour moi, c'est Corsair, clairement. Je sais que j'ai fait de la pub pour Corsair, et que vous allez dire, oh, c'est parce que tu as été sponsorisé par Corsair. Non, réellement. J'ai des LED Corsair ici, j'ai des LED sur mon bureau ici Corsair que j'ai acheté moi-même d'ailleurs. Tout ce qui est niveau LED, je les ai achetés moi-même dans ce ordi. Je pense réellement que c'est les meilleurs parce que genre, le rendu est très bon et ils sont faciles à contrôler. Après, il y a d'autres marques qui marchent très bien. Cooler Master se débrouille pas mal, honnêtement. Et il y en a peut-être d'autres que j'ai pas encore testé qui se débrouillent pas mal. Mais prenez une marque qui marche bien, qui a un bon logiciel, et faites tout votre RGB avec ça, honnêtement. Ça marchera mieux. Surtout s'ils ont un petit boîtier de contrôle RGB que vous pouvez brancher en USB, c'est idéal, selon moi. Et éteignez, avec le logiciel de contrôle RGB de votre carte mère, éteignez le RGB sur votre carte graphique ou votre carte mère et juste utilisez des bandes lumineuses ou autre chose. Ça marchera beaucoup mieux. Et pour les ventilateurs RGB, bon là, il faut prendre une marque qui en fait des pas mal. J'ai un guide d'achat de ventilateur avec une partie RGB. N'hésitez pas à la regarder justement. Donc voilà, pour répondre un petit peu au niveau question RGB. Ensuite, on a une question de Macintosh qui nous pose une question sur Linux et Windows. Donc, il porte très bien son nom, ma foi. Salut, penses-tu que Linux avec Wine et autres peut remplacer Windows pour le gaming? Alors ça, c'est une bonne question. C'est pour ça que j'ai sélectionné aussi. Pour ceux qui ne savent pas, un petit historique, Wine est quelque chose que vous pouvez installer sur Linux. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment le qualifier de programme, mais qui vous permet de simuler un environnement Windows sur Linux. Donc ça vous permet de faire tourner des applications Windows sur Linux, basiquement.
Et du coup, la grosse news de ces dernières années, c'est que Valve, qui fait le Steam Deck, a du coup repris Wine et ils l'ont fait leur propre version et ils l'ont intégré directement à justement Steam sous Linux. Et du coup, avec cette version modifiée de Wine fait par Valve, vous pouvez faire tourner réellement pas mal de jeux maintenant. Donc, un grand exemple qui est souvent utilisé, c'est The Witcher 3. Il tourne parfaitement sur Linux maintenant et vous en avez encore de plus en plus. Le truc, c'est que en fait, il rajoute de plus en plus de jeux parce qu'il y a des configs spéciales un peu pour certains jeux requièrent certaines choses. Donc, ils ont essayé de faire marcher un maximum de jeux. Tous les jeux sur Steam ne fonctionnent pas, mais honnêtement, il y en a déjà pas mal et c'est très impressionnant. Donc, en sachant tout ça, est-ce que Linux avec Wine et du coup les offres de Steam pourrait remplacer Windows pour le gaming? Non, soyons honnêtes, non. Parce que le truc, c'est que les gens vont jouer avec ce qu'ils ont. Et le truc, c'est que le plus grand marché du gaming à l'heure actuelle, c'est même pas Windows, c'est même pas les consoles, c'est les smartphones en fait. Parce que les gens ont des smartphones et c'est facile de télécharger les jeux. Donc techniquement, en vrai, c'est vrai parce que genre Android est sous Linux. Donc en réalité, c'est déjà le cas en quelque sorte. Mais bref, si on ignore ce détail-là, non, il y a peu de chance. Parce que le truc, c'est que c'est pas comme si les gens allaient d'eux-mêmes installer Linux sur leur PC en fait. Il y a très peu de gens qui vont le faire, donc c'est impossible. La plupart des jeux ne sont pas supportés officiellement, même si Wine et tout ça marche hyper bien, ce n'est pas un support officiel et il y a des gens qui n'auront pas la patience de bricoler un petit peu, même si c'est fait pour eux, ils n'auront pas la patience de le faire. Donc, je ne pense pas honnêtement. Après, est-ce que ça a besoin de remplacer Windows pour le gaming? Selon moi, non. Ils peuvent avoir leur petite niche qui marche très bien et ce sera très bien, franchement. Avec le Steam Deck qui arrive, j'ai beaucoup d'espérance pour le Steam Deck qui, selon moi, va être déjà très puissant. Et avec le support de Valve directement derrière, ça pourrait nous donner quelque chose de très intéressant pour beaucoup de gens. Une vraie expérience mobile PC, genre jouer à n'importe quel jeu PC sur une console mobile, basiquement. Je dirais que ça va être intéressant de revisiter cette question quand le Steam Deck sera pleinement sorti depuis des mois, par exemple. En attendant, moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Mais, encore une fois, est-ce que ça a vraiment besoin de remplacer Windows? Pas vraiment. Ensuite, on a une question de Big Potato. Excellent nom. Ça aurait été mieux Big Fries, mais bon. Salut Aurélien, j'ai une petite question sur ta tech FAQ. Selon toi, combien de temps la pénurie de cartes graphiques durera? C'est une question assez compliquée à répondre en réalité, mais c'est une question qui est souvent posée dans les commentaires, donc c'est pour ça que j'ai pris. Moi, je dirais honnêtement 2023. Genre vraiment 2023. 2022, ça va certainement s'améliorer un petit peu parce qu'il y a des usines qui continuent d'être fabriquées, enfin qui continuent d'être mises en ligne aussi. Vous avez des nouveaux processus de gravure qui arrivent, ça veut dire que plus les anciens processus de gravure avec les nouveaux, on doit avoir plus de production possible. Mais ouais, 2022, ça devrait s'améliorer, je pense, réellement, j'espère en tout cas. 2023, c'est vraiment là où on va commencer à retourner à une situation déjà plus normale. On devrait aussi avoir en 2022 certainement des nouvelles cartes graphiques. Oui, je sais. Mais une vraie nouvelle génération de cartes graphiques, donc peut-être que ça va aider à ce niveau-là, parce que ça veut dire que si on a des nouvelles cartes graphiques qui sont plus puissantes que l'ancienne génération, ça veut dire qu'on peut acheter pour la même puissance moins cher, techniquement, donc ça pourrait intéresser beaucoup de gens. En tout cas, le cycle de renouvellement des cartes graphiques devrait s'accélérer, surtout avec Intel qui arrive bientôt. Donc on aura un nouvel acteur. Même si Intel ne produit pas autant qu'NVIDIA et AMD de cartes graphiques, bon, c'est pas compliqué de produire plus que AMD en ce moment. Même s'ils n'en produisent pas autant qu'NVIDIA, quoi qu'il arrive, ça fait plus de cartes graphiques que vous pouvez acheter. Donc 2022 devrait s'améliorer, mais à mon avis, ce sera 2023. Ensuite, on a une question de Amical Space, l'espace amical apparemment. Salut rien, question pour la nouvelle série. Avec la pénurie, conseillerais-tu de prendre un ordinateur portable avec les nouvelles cartes graphiques dessus ou attendre que les vraies cartes graphiques reviennent pour faire une tour? C'est une question qui est en rapport avec l'autre, c'est pour ça que je l'ai mis. Le truc, c'est que les ordinateurs portables en ce moment sont plutôt intéressants, franchement. D'un point de vue prix et puissance, surtout avec le fait que les cartes graphiques de PC fixe soient aussi chères, un PC portable, c'est pas si mal, franchement. Maintenant, le truc, c'est que c'est à vous de voir. Si vous avez le besoin justement d'un ordinateur portable, oui, ça peut être intéressant. Mais après,
si vous pouvez, genre si vous n'avez vraiment pas besoin d'un ordinateur portable, vous n'avez aucun intérêt, j'essaierai de faire quand même un PC fixe. Vous aurez beaucoup plus de puissance, vous en aurez techniquement plus pour votre argent si vous arrivez à prendre une carte graphique à un prix raisonnable. Donc, essayez de faire un PC fixe. Mais si vous êtes quelqu'un qui peut-être change d'endroit, peut-être que vos parents sont divorcés, que vous changez d'endroit ou autre chose, et que du coup un ordinateur portable a beaucoup plus de sens, yep, ça peut être intéressant. Si vous êtes étudiant et vous revenez le week-end à la maison, yep, ça peut être intéressant. C'est plus intéressant même qu'une tour que vous devriez trimballer. Même si une tour vous suffirait, hein, parce que peut-être que vous faites que déplacer d'un point A à un point B, et que vous n'avez pas besoin non plus de vous déplacer tout le temps, un ordinateur portable gaming peut être intéressant. Si vous en prenez un, tenez compte qu'il existe des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple désactiver l'écran interne d'un ordinateur portable. Il y a un raccourci sur le clavier et tout. Et il y a beaucoup de gens qui le mettent juste sur le côté. En fait, ils le mettent beaucoup plus loin, comme ça il fait moins de bruit. Ils le mettent aussi orienté vers le haut, donc la sortie d'air est vers le haut. Et l'arrière ne touche plus une surface d'ailleurs, donc il est beaucoup plus facile à respirer. Donc n'hésitez pas à faire ça. Il y a des docks qui existent. Vous branchez un écran, un bon écran, surtout que ça vous donne souvent beaucoup plus de performance de brancher un écran sur un ordinateur portable, il faut le savoir. En tout cas, un qui a une grosse carte graphique, parce que du coup, l'écran tourne vraiment sur la carte graphique. Donc, faites ça éventuellement. Juste ayez un dock entre les deux endroits où vous vous déplacez souvent. Vous pouvez même déplacer votre écran avec vous, c'est pas non plus si lourd que ça, un petit écran 24 pouces. Et honnêtement, ça peut être une bonne solution. Mais tenez compte que vous payerez plus cher qu'un PC fixe, mais seulement si vous prenez un PC fixe avec genre un prix raisonnable. Mais si vous n'avez pas la patience, ouais, éventuellement l'ordi portable, mais encore une fois, je pense que c'est mieux d'un ordinateur fixe si vous n'en avez pas besoin de l'ordi portable. Ensuite, on a une question de Rikuluru. J'aurais des fois du mal à prononcer vos pseudos, je suis désolé d'avance. Question tech. Pourquoi en France, nous n'avons pas les Snapdragon, mais d'autres processeurs pour téléphone? Alors ça, j'ai pris cette question parce qu'elle est plutôt intéressante, mais évidemment, ça concerne que Samsung ici. Donc, si vous ne savez pas, Samsung fait un peu un truc bizarre, c'est que en Corée et aux États-Unis, ils utilisent des Snapdragon, et aussi en Suisse, quelqu'un me l'a dit une fois, mais dans le reste du monde, ils utilisent leurs propres processeurs qui sont les Exynos. Et le truc, c'est que souvent, les Exynos sont moins puissants que les Snapdragon, ou le pire, selon moi, c'est qu'ils ont une moins bonne durée de vie au niveau de la batterie, et ils chauffent plus, par exemple. Donc, yep, forcément, pour la plupart des gens, ils voudraient la meilleure version. Donc, pourquoi ils font ça? C'est stupide, hein, pourquoi ils font ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de Snapdragon. C'est juste ça la question, la réponse. Tout le monde utilise des Snapdragon. Qualcomm, franchement, on n'a pas besoin de réserver des stocks pour Samsung. Il n'y a même pas du tout besoin. Donc, Samsung n'arrive pas à avoir assez de Snapdragon pour fournir l'entièreté du monde, tout simplement, avec leur smartphone. Donc, ils font leur propre processeur. C'est aussi simple que ça, franchement. Évidemment aussi, ils veulent faire leur propre processeur parce que c'est plus intéressant financièrement. Hein. Ils payent moins cher leur propre processeur. Donc, il y a aussi ça hein, qui joue en compte. Mais même s'ils voulaient, OK, on passe que sur des Snapdragon, ils ne pourraient pas, tout simplement. Ils le font toutefois sur quelques smartphones. Il me semble que le Flip 3, justement, le Galaxy Z Fold Flip 3, ainsi que le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 aussi, eux ont tous les deux des Snapdragon, si je ne m'abuse, il me semble. Ou en tout cas, le Fold a Snapdragon partout. Parce que, genre, ils en produisent tellement moins que là, ça vaut la peine, en fait. Ils peuvent en avoir assez pour tout le marché mondial parce qu'ils produisent moins de smartphones. Donc, il y a quand même des exemples de Samsung qui mettent des Snapdragon partout. Maintenant, si vous voulez une version Snapdragon, quelques astuces. Vous pouvez l'acheter en Suisse, premièrement. Ou alors, vous pouvez aussi... Un truc que j'ai vu, c'est B&H Photo. Normalement, c'est un magasin de... Un peu tout ce qui est électronique, mais surtout photo. B&H Photo, ça semble logique, qui est à New York. Et ils vendent en ligne. Et vous pouvez vous faire livrer en Europe. Et vous pouvez même payer les taxes, en fait. Donc, vous savez exactement ce que ça va vous coûter dès que vous payez. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ils ont des smartphones sur leur site. Des smartphones totalement déverrouillés. Faites attention que c'est des versions américaines quand même. Donc, il faut vérifier si les bandes 4G, tout ça, sont bonnes. Mais en général, si c'est une version Snapdragon, il a toutes les bandes 4G de l'Europe, quoi qu'il arrive. Mais tenez-en compte, c'est très important.
Et là, vous pouvez prendre un Galaxy S21 avec une version avec un Snapdragon dedans. Donc, yep, vous pouvez le faire comme ça. Mais du coup, pour répondre à la question, voilà pourquoi ils mettent pas des Snapdragon partout. Prochaine question de King4. Pour toi, un SSD NVMe serait utile pour du gaming? La réponse la plus courte à ça, c'est non. Actuellement, il n'y a aucun intérêt à prendre un SSD NVMe juste pour du gaming. Vous allez peut-être, oui, charger votre jeu un peu plus vite, surtout si c'est un jeu très lourd au niveau chargement, mais sinon, ça va rien changer. Pourquoi? Parce que tous les jeux actuellement ne sont pas conçus pour tirer pleinement parti d'un SSD NVMe. Avec la nouvelle génération de consoles, ça devrait changer, mais ça va prendre du temps. Tenez-en compte, ça, à mon avis, ça va prendre minimum 4 ans vraiment pour faire ce changement. Mais ouais, d'ici quelques années, ce sera peut-être plus vraiment le cas. Donc, si vous devez prendre un SSD, moi, ce que je vous dirais, c'est prenez quand même un SSD NVMe parce que maintenant, il coûte pas cher pour votre installation Windows. Mais si vous avez besoin de plus de stockage, un bon vieux disque dur, ça fera toujours l'affaire, surtout si vous ne mettez pas des jeux dessus. Ou alors, éventuellement, un SSD SATA parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Vous pouvez même en avoir de 1 Tera maintenant pour moins de 100 €. C'est pas mal, quoi. Et là, vous mettez les jeux qui requièrent moins SSD, les jeux les moins lourds. Et si vous avez vraiment un jeu très lourd, vous pouvez toujours l'installer sur votre SSD NVMe. Et dans le futur, vous mettrez les jeux qui en auront vraiment besoin. Mais sinon, pour le moment, nope, pas besoin. Ensuite, on a une question de Rocker Angel. Bonjour Aurélien. Bonjour Rocker Angel. Question. Sur un PC, même à 2000 € de 2021, pourquoi, quand on effectue certaines tâches basiques, on doit attendre genre 20 à 30 secondes alors que le processeur, la RAM, le SSD, la carte graphique et Internet ne sont utilisés qu'à 5 ou 10%? C'est selon moi une excellente question parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Vous avez un magnifique PC, vous lancez une tâche, vous lancez même Minecraft et vous voyez que vous tournez pas, genre ça n'utilise pas votre PC en fait. Et c'est frustrant en fait. Eh bien, tout simplement parce que la plupart des programmes ne sont pas vraiment faits pour utiliser 100% d'un processeur moderne. La plupart des programmes utilisent souvent un seul cœur déjà de votre processeur. Donc forcément, si vous avez un 4 cœurs même, vous allez jamais utiliser 100% du processeur. Et tant bien même vous avez un programme qui peut utiliser tous les cœurs de votre processeur, le truc c'est que des fois vous avez des limitations en fait. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est Adobe Premiere, qui est un logiciel de montage. Des fois, en fait, vous allez avoir une limitation plus au niveau du moteur de rendu d'Adobe Premiere qui va être limité par peut-être la vitesse de votre disque dur, la vitesse de votre RAM, ça peut arriver, ou même, par exemple, par votre carte graphique qui n'arrive pas à aller assez vite pour accélérer certaines tâches, et du coup, le processeur attend derrière. Ou c'est juste la carte graphique qui fait beaucoup de travail et le processeur attend derrière. Donc, c'est tout simplement pour ça. C'est un des gros problèmes, je dirais même des PC modernes, c'est que on a des méga PC très puissants, mais on n'arrive même pas à les utiliser à 100%. Et du coup, des fois, ça gâche un petit peu l'intérêt. Franchement, c'est dommage de se dire, ouais, j'arrive pas à utiliser toute ma puissance. C'est même pour ça qu'il y a des personnes qui minent des cryptocurrencies sur leur PC en permanence pendant qu'ils font d'autres tâches, parce qu'ils se disent, j'ai payé pour le PC, je vais utiliser 100% du PC, tout simplement. Ensuite, on a une question de Azaro, qui nous dit « J'aimerais changer ma carte mère, une Aorus B550M Elite, pour une carte ATX, parce qu'il prend un nouveau boîtier. Je comptais rester sur du B550 avec la Rockstrix B550F. Est-ce judicieux ?» Non, ce n'est pas judicieux selon moi. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu as besoin d'une carte mère ATX? Tu peux mettre une carte mère micro ATX dans un plus gros boîtier. Oui, il y aura de la place en dessous, ça va peut-être faire un peu bizarre, mais est-ce que tu en as besoin de la carte mère ATX? Genre, tu veux mettre plein de choses dans les slots PCI Express, plus que dans une carte micro ATX, qui en a déjà largement assez pour la plupart des gens, on peut le dire. Hein. Il y a minimum 2 slots PCI Express x 16 sur une carte mère, même micro ATX. Donc, est-ce que tu en as vraiment besoin? Selon moi, non. Donc, pourquoi la changer, en fait? Si c'est juste pour le style, ça fasse plus joli, franchement, moi, je le ferais pas, quoi. C'est beaucoup d'argent pour pas grand chose. Surtout que changer d'une carte mère basiquement la même, enfin, qui est en B550 vers une autre carte mère en B550 qui est basiquement la même, juste un peu plus grande, il n'y a pas beaucoup d'intérêt au niveau de l'upgrade. Donc, garde ta carte mère actuelle, elle marche très bien, il n'y a aucun problème. Si vous êtes dans le même cas aussi d'autres personnes, ça ne sert à rien d'upgrade si c'est juste pour ça.
Si vous devez toutefois aller vers une nouvelle génération de cartes, de processeurs ou autre chose, oui, là, ça peut être intéressant. Mais si c'est juste pour changer de boîtier, non, il n'y a pas besoin. Et si vous n'avez surtout pas besoin, il n'y a pas besoin. C'est toujours la question. Pour tout ce qui est upgrade, les gens qui regardent ces vidéos, est-ce que vous devez upgrade telle pièce, tel machin? Posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais vraiment utiliser la nouvelle pièce comme je voudrais l'utiliser? Si vous n'êtes même pas sûr vous-même, ne le faites pas. Vous devez être vraiment sûr que vous allez l'utiliser. C'est genre... Sinon, vous achetez pour rien. Et ça arrive souvent de se dire « Oh, ce serait bien d'avoir ça », et puis vous réfléchissez 5 secondes, vous dites « Ouais, mais j'en ai pas vraiment besoin. Genre, ce que j'ai actuellement marche très bien. » Donc, regardez à acheter ou upgrade autre chose, ou gardez tout simplement votre argent et vous faire plaisir, peut-être en vous payant des vacances ou un petit resto. Parce que, ça ne vaut pas toujours la peine d'upgrade. Et du coup, sur ce, c'était notre dernière question. Alors, je suis encore en train de moduler le format. Donc là, par exemple, j'ai mis une trentaine de minutes. Donc visiblement, je pourrais inclure un petit peu plus de questions pour la prochaine vidéo. J'aimerais viser 30 minutes. Donc en réalité, je suis plutôt pas mal. Donc j'ai bien géré. Merci moi-même. GG moi-même. Bref, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je rappelle qu'aucune question n'est stupide. Il n'y a que des réponses stupides. C'est d'Albert Einstein pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, n'ayez pas peur d'en poser une. J'ai vu certaines personnes un peu des fois gentiment se moquer de certaines questions dans les commentaires de là où j'avais demandé des questions. Mais non, pour moi, il n'y a pas de questions stupides. Si vous avez vraiment une question, je dirais même, si votre question, vous pensez que c'est une question stupide, j'aimerais que vous la posiez justement. Parce que beaucoup de gens se posent des questions qu'ils considèrent comme stupides. Mais si vous avez besoin de la réponse, c'est une bonne question qui est valable selon moi. Bon, après, si vous avez une question que vous pouvez facilement trouver la réponse sur Google, voilà. Si vraiment vous tapez votre question sur Google et vous avez la réponse instantanément, ouais, peut-être évitez. Prenez plutôt des questions où on peut vraiment discuter de la chose. Peut-être des questions philosophiques, quelque chose comme ça, au niveau hardware, enfin au niveau tech. Bref, voilà des exemples de questions pour cette première vidéo, comme ça vous savez à peu près ce que je recherche comme question. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment du support technique ici directement. On est plus vraiment, ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est un petit peu le meilleur dans ce genre de milieu ou autre chose? Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge, même si ce serait triste. Et si vous avez des sentiments beaucoup plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire ou une question éventuellement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas manquer les prochaines vidéos de questions-réponses. Merci à tous et je vous dis ciao ciao.